Il y a un feu qui brûle en vous en ce moment même, et vous ne le sentez pas. Il ne crépite pas, il ne brûle pas votre peau, il ne laisse aucune marque visible. Pourtant, il est là, lent, silencieux, patient. Imaginez-vous assis dans votre cuisine, un matin ordinaire. Le soleil entre doucement par la fenêtre, votre café fume encore dans la tasse, la radio murmure quelque chose en arrière-plan. Tout semble parfaitement normal. Vous vous sentez peut-être un peu fatigué, un peu raide au réveil, mais rien d'alarmant. Vous vous dites que c'est l'âge, que c'est la saison, que c'est passager. Et c'est exactement ce que ce feu attend. Il attend que vous le confondiez avec la vie quotidienne. Il attend que vous l'acceptiez comme normal. Mais derrière cette tranquillité apparente, quelque chose se passe au niveau de vos tissus, de vos articulations, de vos petits vaisseaux sanguins. Une épice ordinaire, posée probablement à quelques centimètres de votre tasse en ce moment, possède dans plusieurs études cliniques récentes une capacité étonnante à apaiser ce feu en moins de 14 jours. Avant de vous en parler, vous méritez de comprendre ce qui se passe vraiment. Pendant des années, en observant des patients de plus de 60 ans, un schéma curieux revenait sans cesse. Des personnes en apparence en bonne santé, qui marchaient encore, qui jardinaient, qui s'occupaient de leurs petits-enfants, présentaient pourtant des analyses de sang où certains marqueurs grimpaient lentement, année après année. Pas assez pour déclencher une alerte. Juste assez pour devenir préoccupant à long terme. Cette observation, partagée aujourd'hui par beaucoup de cliniciens à travers le monde, porte un nom dans la littérature médicale, l'inflammation chronique de bas grade. Elle ne fait pas la une des journaux parce qu'elle ne provoque pas de crise immédiate. Elle ne vous envoie pas aux urgences. Elle ne vous prive pas brutalement de votre énergie. Elle vous use lentement, comme une vague qui érode une falaise, centimètre par centimètre, saison après saison. Et la plupart des gens qui en souffrent ne savent même pas qu'ils en souffrent. On nous a appris à associer l'inflammation à quelque chose de visible. Une cheville enflée après une chute. Une gorge irritée. Une plaie qui rougit et qui chauffe sous le doigt. C'est l'inflammation aiguë, celle qui se déclare, qui se voit, qui se ressent. Le corps l'utilise pour se défendre, pour réparer, pour combattre une infection. C'est une réponse normale, utile, indispensable à la vie. Le problème commence quand cette même réponse, conçue pour durer quelques jours, refuse de s'arrêter. Quand elle devient un état permanent. Quand votre système immunitaire reste activé en arrière-plan, mois après mois, année après année, sans que vous puissiez vous en rendre compte. Imaginez la structure d'une vieille maison. Le bois, les murs, les poutres, les fondations sont conçues pour supporter le poids du toit et de la vie qui se déroule à l'intérieur. Mais si vous ajoutez chaque jour une charge supplémentaire, même légère, presque imperceptible, la structure commence à céder. Pas de manière dramatique. Pas tout d'un coup. Elle développe d'abord de minuscules fissures que personne ne remarque. Puis les portes ferment moins bien. Puis le plancher grince sous les pas. Puis, un jour, quelque chose se brise sans prévenir. L'inflammation chronique agit exactement comme cette charge invisible qui s'ajoute jour après jour à la structure de votre corps. Vos articulations sont les premières à le ressentir. Vos parois artérielles aussi. Votre cerveau, vos intestins, votre peau, tout subit cette pression silencieuse qui finit, au bout de longues années, par fragiliser ce qui paraissait solide. Ce qui rend cette situation particulièrement traîtresse, c'est le décalage entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que vous ressentez à l'extérieur. Pendant que les marqueurs montent doucement dans votre sang, vous vivez votre vie. Vous faites vos courses, vous voyez vos amis, vous regardez la télévision le soir, vous riez avec vos petits-enfants au téléphone. Vous vous sentez bien, ou du moins, vous vous sentez comme d'habitude. Et c'est précisément ce sentiment de normalité qui retarde la prise de conscience. L'absence de symptômes ne signifie pas l'absence de changement. Cette phrase devrait être affichée dans chaque cabinet médical, parce qu'elle résume tout le drame de l'inflammation silencieuse. Votre corps n'a pas de voyant lumineux qui s'allume quand quelque chose commence à dériver. Il s'adapte. Il compense. Il fait semblant d'aller bien jusqu'au moment où il ne peut plus faire semblant. Et ce moment-là, malheureusement, arrive souvent quand il est tard pour intervenir simplement. Je pense à une femme que j'appellerai Madeleine, 67 ans, retraitée d'une longue carrière dans l'enseignement. Une femme méticuleuse, organisée, qui prenait soin d'elle avec sérieux. Elle marchait 40 minutes chaque matin, mangeait équilibré, ne fumait pas, buvait un verre de vin de temps en temps. Lors d'un bilan de routine, son médecin lui a montré une analyse en lui disant simplement « Tout va bien,
mais il y a un marqueur que je voudrais surveiller. Madeleine n'a pas paniqué. Elle s'est dit que ce n'était rien. Elle a continué sa vie comme avant. 6 mois plus tard, le même marqueur avait légèrement augmenté. Elle ne ressentait toujours rien de particulier. Peut-être un peu plus de raideur dans les doigts le matin, surtout quand elle ouvrait le pot de confiture. Peut-être une fatigue inhabituelle après le déjeuner, qui la poussait à s'allonger une demi-heure dans le fauteuil. Mais elle attribuait tout cela à son âge, à la saison, à une nuit moins reposante. Ce n'est qu'au bout d'un an, quand son médecin lui a expliqué patiemment ce que signifiait cette élévation constante, qu'elle a commencé à comprendre. Son corps abritait depuis des années une inflammation discrète, probablement nourrie par une combinaison de facteurs, un sommeil de plus en plus fragmenté depuis la maladie de son mari, un stress invisible qui ne la quittait plus vraiment, certaines habitudes alimentaires qu'elle pensait inoffensives, et peut-être aussi cette petite douleur à la hanche qu'elle ignorait depuis longtemps en serrant les dents. Ce qui a frappé Madeleine, ce n'est pas le diagnostic en lui-même. C'est de réaliser qu'elle avait toujours pensé que son corps lui parlerait clairement, qu'il lui enverrait un signal sans équivoque si quelque chose n'allait pas. Elle a compris ce jour-là qu'on peut se sentir parfaitement normal pendant que quelque chose se prépare lentement à l'intérieur. Et cette prise de conscience, aussi désagréable soit-elle, a probablement été la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Parce qu'elle lui a donné quelque chose que peu de gens ont à temps, une fenêtre pour agir avant que le problème ne devienne difficile à inverser. C'est à ce moment-là, dans son histoire comme dans la nôtre, que la question de l'épice prend tout son sens. Parce que dans la littérature scientifique de ces dernières années, un ingrédient ordinaire, qui se trouve dans presque toutes les cuisines du monde, a fait l'objet de plus d'études cliniques que la plupart des suppléments à la mode. Il s'agit du curcuma, cette racine d'un jaune presque orangé, originaire d'Asie, utilisée depuis des millénaires dans la cuisine indienne, dans la cuisine asiatique, et dans les médecines traditionnelles. Ce qui intéresse les chercheurs n'est pas son histoire culinaire, mais l'une de ses molécules actives, la curcumine. Plusieurs études contrôlées, menées sur des adultes présentant une inflammation chronique de bas grade, ont observé une diminution mesurable de certains marqueurs inflammatoires en 2 semaines environ. Pas en 6 mois. Pas en 1 an. En 14 jours, dans certains protocoles bien conduits, on observait déjà un infléchissement de la courbe. Cela ne veut pas dire que le curcuma est un médicament. Cela ne veut pas dire qu'il guérit quoi que ce soit, ni qu'il remplace un traitement prescrit. Mais cela veut dire qu'une molécule présente dans une épice de cuisine peut influencer un processus biologique que beaucoup de gens pensaient irréversible, et cela suffit à mériter notre attention. Quand on observe attentivement les personnes qui vivent avec cette inflammation silencieuse, certains schémas reviennent presque toujours. Le matin est souvent le moment où le corps parle le plus clairement. Les articulations sont raides pendant les premières minutes après le réveil. Les doigts mettent du temps à se déplier complètement. Une légère gêne dans les genoux ou dans les épaules accompagne les premiers pas vers la salle de bain. Beaucoup attribuent cela à la position de sommeil, à un mauvais matelas, à un oreiller mal placé. Pourtant, cette raideur matinale est l'une des signatures les plus reconnaissables d'un terrain inflammatoire. En cours de journée, le corps se réchauffe, bouge, se débloque, et la sensation s'estompe. C'est ce qui rend le phénomène si facile à ignorer. On se dit que ce n'était rien, puisque ça a disparu. Le soir, c'est différent. La fatigue arrive plus tôt qu'avant. Elle est plus profonde, plus difficile à expliquer. On a moins envie de sortir, moins envie de cuisiner, moins envie de prolonger la conversation. Le moindre effort semble peser un peu plus que la veille. Le stress, lui, agit comme un accélérateur silencieux. Une dispute familiale, une mauvaise nouvelle, une nuit blanche d'inquiétude, et le lendemain, les douleurs reviennent comme si quelqu'un avait remonté le volume d'une radio que vous aviez réussi à oublier. Ce n'est pas une coïncidence. Le stress chronique alimente directement les mêmes voies biologiques que celles qui entretiennent l'inflammation, et c'est pourquoi tant de personnes constatent que leurs symptômes empirent dans les périodes émotionnellement éprouvantes. Permettez-moi de vous parler d'un autre cas, celui d'un homme que j'appellerai Henri, 72 ans, ancien artisan menuisier. Henri avait toute sa vie travaillé de ses mains. Il considérait que les douleurs articulaires faisaient partie du métier, comme la sueur dans les cheveux et l'odeur du bois dans les vêtements. Quand il a pris sa retraite, il pensait que ces douleurs allaient s'atténuer. Ce fut le contraire. Sans le travail physique quotidien, son corps s'est figé. Il dormait moins bien, mangeait davantage de plats préparés parce que sa femme était partie quelques années plus tôt, et passait beaucoup de temps assis dans son fauteuil à regarder des émissions auxquelles il ne prêtait même plus attention. Quand un voisin médecin lui a suggéré gentiment de faire un bilan,
Henri a découvert qu'un de ses marqueurs inflammatoires était sensiblement élevé. Il n'avait jamais entendu parler de cela. Il connaissait le cholestérol, la tension, le sucre. Mais pas ce mot nouveau qui semblait pourtant expliquer pourquoi il se sentait si souvent fatigué, si souvent endolori, si souvent absent de lui-même. Ce qui a changé pour Henri, ce n'est pas une révolution. Il n'a pas commencé un régime miracle ni acheté de produits exotiques par Internet. Il a simplement modifié de petites choses, sur les conseils patients de son médecin et de sa fille. Il a recommencé à cuisiner, lentement, en redécouvrant les gestes qu'il avait oubliés. Il a réintroduit des plats simples avec des épices qu'il avait toujours sous la main mais qu'il n'utilisait plus depuis longtemps. Le curcuma en faisait partie, ajouté à ses soupes, à ses légumes mijotés, à ses œufs du dimanche, mélangé à un peu de poivre noir pour aider son corps à mieux l'assimiler. Il a aussi recommencé à marcher chaque jour, même 15 minutes, même par mauvais temps. Quelques semaines plus tard, sa raideur du matin avait diminué. Pas disparu, diminué. Et lors de son bilan suivant, son marqueur avait commencé à baisser, doucement, mais de manière mesurable. Ce que l'histoire d'Henri illustre, ce n'est pas le pouvoir magique d'une épice posée sur une étagère. C'est l'effet cumulé de petites décisions répétées chaque jour. Le curcuma seul, sans aucun autre changement, ne fait pas de miracle. Mais dans le contexte d'une vie un peu plus active, d'une alimentation un peu moins industrielle, d'un sommeil un peu plus régulier, il devient un outil parmi d'autres dans une stratégie cohérente. C'est cette cohérence qui change tout. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans votre propre corps, la première étape n'est pas d'acheter quoi que ce soit. C'est d'observer. Observez comment vous vous sentez au réveil. Notez les jours où votre corps semble plus lourd, plus raide, plus fatigué que d'habitude. Essayez de remarquer ce que vous avez mangé la veille, comment vous avez dormi, quelle a été votre journée émotionnellement. Ces observations, accumulées sur quelques semaines dans un petit carnet, valent souvent mieux qu'un long discours. Elles vous donnent une carte personnelle de votre propre terrain, une carte que personne d'autre ne peut dessiner à votre place. Ensuite, parlez-en à votre médecin. Pas pour dramatiser. Pas pour exiger des analyses complexes ou des examens coûteux. Simplement pour ouvrir une conversation honnête sur ce que vous ressentez et sur ce que vous observez. Demandez si certains marqueurs inflammatoires de base pourraient être inclus dans votre prochain bilan de routine. Demandez ce qu'ils signifient concrètement. Demandez comment ils évoluent au fil du temps et ce qui peut les influencer. Ces chiffres ne sont pas des verdicts définitifs. Ce sont des indices qui, mis bout à bout sur plusieurs années, racontent l'histoire silencieuse de votre corps. Un médecin qui prend le temps de vous expliquer ces choses est un allié précieux, et n'hésitez jamais à poser 2 fois la même question si la réponse ne vous semble pas claire. Dans votre cuisine, des gestes très simples peuvent commencer à faire la différence sans bouleverser vos habitudes. Réintroduire des aliments complets quand vous le pouvez, des légumes de saison, des fruits frais, des poissons gras de temps en temps. Réduire doucement ce qui est très transformé, très sucré, très frit, sans tomber dans une stricte privation qui ne tiendrait pas dans le temps. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, parce que la déshydratation chronique est l'une des amies discrètes de l'inflammation. Ajoutez du curcuma à vos plats lorsque c'est possible, en gardant à l'esprit que le poivre noir améliore considérablement son assimilation et qu'un peu de matière grasse, comme une cuillère d'huile d'olive, aide votre corps à en tirer le meilleur. Ce n'est pas une recette miracle. C'est une habitude tranquille qui, au fil des semaines et des mois, contribue à créer un environnement intérieur moins inflammatoire, plus apaisé, plus stable. Le sommeil mérite une attention particulière, parce qu'il est souvent le grand oublié de toutes les discussions sur la santé. Pas tant la durée, qui varie d'une personne à l'autre, que la régularité. Se coucher à des heures stables, dans une chambre sombre et fraîche, en laissant les écrans à l'extérieur autant que possible, permet au corps de mener pendant la nuit le travail de réparation qu'aucune épice ne pourra jamais remplacer. C'est pendant le sommeil profond que l'inflammation est en grande partie régulée, que les tissus sont réparés, que le cerveau est nettoyé des déchets accumulés pendant la journée. Une mauvaise nuit isolée n'a pas de conséquences durables. Des semaines de sommeil fragmenté, en revanche, alimentent le feu silencieux et le rendent de plus en plus difficile à éteindre. Le mouvement, enfin, est probablement l'outil le plus sous-estimé de tous. Pas le sport intense. Pas la performance. Pas la compétition. Simplement la marche, l'étirement matinal, le jardinage, monter quelques escaliers chaque jour, se lever régulièrement quand on est resté assis trop longtemps devant la télévision ou devant l'ordinateur. Le corps a été conçu pour bouger, et chaque mouvement, même modeste,
active des mécanismes anti-inflammatoires que la science commence seulement à comprendre dans toute leur ampleur. Les personnes qui marchent une demi-heure par jour, sans intensité particulière, présentent en moyenne des marqueurs inflammatoires plus bas que celles qui restent sédentaires, indépendamment de leur âge ou de leur poids. C'est l'une des découvertes les plus rassurantes de la médecine moderne, il n'est jamais trop tard pour commencer, et il n'est jamais nécessaire d'en faire beaucoup pour en tirer un bénéfice réel. Ce qui rend cette histoire encourageante, c'est qu'à aucun moment elle ne demande de bouleversement radical. Aucune cure extrême, aucun renoncement douloureux, aucun produit hors de prix vendu par un inconnu sur Internet. Elle demande quelque chose de plus difficile et de plus précieux, de l'attention. Être attentif à ce que votre corps essaie de vous dire, même quand il le dit à voix basse, même quand il le murmure entre deux raideurs matinales. Être attentif aux petites fatigues inhabituelles, aux signaux que vous aviez l'habitude de balayer d'un revers de main parce que vous aviez d'autres choses à penser. Le feu silencieux n'est pas une fatalité. C'est un processus, et tout processus peut être ralenti, calmé, parfois même inversé, quand on lui accorde le respect qu'il mérite et le temps qu'il demande. Une épice de cuisine, posée modestement sur votre étagère, ne sauvera personne à elle seule. Mais elle peut faire partie d'une manière nouvelle d'habiter votre propre corps, plus consciente, plus douce, plus lucide. 14 jours ne suffisent pas à tout changer dans une vie. Mais 14 jours peuvent suffire à amorcer un mouvement, à briser une vieille inertie, à ouvrir une porte que vous pensiez fermée depuis longtemps. Et c'est souvent par ces petits mouvements, presque invisibles aux yeux des autres, que les vies se transforment vraiment. Prenez le temps d'observer ce qui se passe en vous. Prenez le temps d'en parler à votre médecin avec calme et avec confiance. Et la prochaine fois que vous ouvrirez le placard à épices de votre cuisine, regardez ce curcuma d'un œil un peu différent. Vous tenez peut-être dans la main quelque chose de plus précieux que vous ne l'imaginiez, quelque chose qui vous attend patiemment depuis des années, prêt à devenir un allié discret dans une histoire qui n'appartient qu'à vous.